Madame la ministre, cher Georges, mesdames et messieurs, il me reste à remercier Georges Paul-Langevin pour nous accueillir dans ce beau lieu. J'avoue que le MACT a du succès. Moi je dis MACT, Memorial Act. Ça a du succès. Récemment à Toulouse, il y a eu à l'université un bel auditoire qui est venu à Sciences Po. Je crois que c'était réussi. Donc je crois pouvoir dire ça. C'était un peu un télo, mais c'était pas mal. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se répéter. Alors, je veux être bref sur ça. L'actualité du MACT aujourd'hui, c'est son inauguration le 10 mai. Il y aura trois chefs d'État du continent africain, M. Macky Sall, président du Sénégal, on aura Boni Yayi du Bénin, on aura Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, on aura le chef d'État haïtien, M. Martelly, peut-être que M. Danilo Medina de la République de Dominique sera également là. Après, si ce n'est pas plus, 20 chefs de gouvernement de la Caraïbe, plus des personnalités, des délégations venues de presque partout. On aura le bonheur d'accueillir Jean-Marc Ayrault. J'y tiens parce qu'il a été, quoi qu'on en dise, ici dans l'Hexagone, un peu le précurseur pour avoir construit le mémorial de Nantes. Il n'a pas caché les difficultés qu'il a pu avoir pour faire ça. Il m'a dit ça lui a pris 18 ans pour pacifier les esprits. 18 ans pour faire admettre le principe et bien entendu le coût. Et il m'a dit que j'ai pu commencer à pacifier les esprits, à obtenir quelques consentements lorsque j'ai expliqué aux Nantais que le combat contre l'esclavage est encore un combat moderne et qu'il faut le poursuivre. Et que hier, il y avait des esclavagistes, mais il y a aussi dans toutes les couleurs des gens qui se sont battus pour abolir cette ignominie-là. Et donc je suis content que Jean-Marc soit là. On a invité un certain nombre de personnalités. Mon problème, c'est comment gérer ça. On aura des problèmes de sécurité considérables. Et vous l'avez vu dans les projections, on aura du monde sous la place de la Victoire, avec de grands écrans, au pavillon de la ville. Il y aura une cérémonie sur la place de la Victoire avec le président de la République. Il a deux façons d'arriver au MACT, soit par la mer. La symbolique n'est pas très bonne. Moi, je suis partisan qu'il arrive par la voie terrestre. Mais bon, mais on peut expliquer aussi une arrivée par la mer, comme arrivaient les bateaux négriers à l'époque. Ça peut avoir du sens de faire ça. Mais bon, moi j'ai plutôt émis un autre vœu, qu'il arrive par la mer. Et puis sur le parvis même, si j'ose dire, du Memorial Act, on ne peut pas prendre plus de 500 à 600 personnes pour des motifs dits de sécurité. Et je comprends ça. Et donc tout le long, il y aura du monde entre la place de la Victoire et le carénage, le quartier où est domicilié le MACT, il y aura du monde. Et puis sur le parvis, il y aura des entrées filtrées. Et puis il y a l'autre entrée sur le Gosier, à Blanchard, où se fera l'entrée officielle des voitures officielles, puisque là aussi on a reconfiguré tout ça, vous ne l'avez pas vu là, mais ça a été revu et corrigé, refait, repensé pour une entrée par là. Comment faire une inauguration après un tel coup, avec l'ambition affichée, pour qu'elle ne soit pas une inauguration élitiste, enfermé, si j'ose dire, dans une petite élite, quelle que soit son importance, avec Georges Paul-Langevin, avec 4 ministres du gouvernement qui seront là, il y a Georges, je crois, Taubira, Annick Girardin, et puis Fleur Pellerin. Et Fabi sera là également, puisque la veille, le 9 mai,
Le président a voulu organiser un événement international aussi en Martinique. Il y aura donc un sommet régional relatif au climat pour préparer la grande conférence mondiale ici à Paris en décembre 2015. Donc il y aura une conférence internationale au niveau régional en Martinique. Et d'ailleurs, le président n'hésitera pas à mettre ses avions à la disposition des chefs de gouvernement de la Caraïbe et de la Grande Caraïbe qui sera là pour venir le lendemain en Guadeloupe. Bon, donc c'est un événement considérable. On sera, comme l'a dit un journaliste, le centre du monde noir, l'espace d'un séillement, l'espace d'un moment. Bon, il faut gérer ça. Donc je veux que ça soit une réussite et que ça se passe bien. Bon, évidemment, arrivé à un stade, vous êtes totalement dessaisi de l'affaire, c'est le GSPR, etc. Bref, les services de sécurité qui s'emparent de la question. Donc, il faut espérer que ça se passera bien. Alors, c'est vrai qu'autour de cette inauguration, il y a des questions. J'en ai entendu il y a un moment. Serge a fait une sorte de rétrospective et a placé ça dans un questionnement sociétal. Oui, ça existe. Et à la faveur de cette inauguration-là, on voit ressurgir toutes sortes de questions qui ne sont pas enfouies et qui reviennent avec la vivacité que connaissent en général ces questions-là, la passion qui s'y attache et quelquefois les anathèmes qu'on n'hésite pas à proférer. Bon, et c'est un vrai sujet. Par exemple, première chose, mais classique, partout où il y a des événements, disons des œuvres architecturales de cette dimension-là, il y a des débats. Bref, partout où il y a création culturelle, il y a est-ce que ça valait ça? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que la petite dimension guadeloupéenne méritait un tel bâtiment? La question est vive, elle est posée avec souvent des condamnations. Et de dire que le pays est trop petit pour porter ça. Je vous invite à relire les premières pages de Pluie et vent sur Télimé Miracle sur la dimension des pays, sur la taille des pays. Ça dépend bien souvent du cœur de l'homme. Bon, donc il y a déjà ça. Deuxièmement, ça coûte trop cher. Et que par ailleurs, à ce prix-là, on aurait pu faire autre chose et qu'on a supprimé quelques priorités. Vous entendez ça souvent. Des personnes averties apparemment, pas forcément bien intentionnées, disent ça. Bon. On a supprimé aucune priorité sur les priorités longues que nous avons adoptées. On a même un plan pluriannuel d'investissement. On était les premières régions à faire ça. Et on a un plan allant jusqu'en 2030 pour la Guadeloupe, avec un fléchage, une orientation et des crédits adoptés. Rien n'a été remis en cause. Deuxièmement, ça n'a pas été financé par augmentation d'impôts. Je suis un peu gêné de dire ça devant Georges, la ministre, mais l'État nous aide de manière conséquente. Ce ministère-là, le ministère des Outre-mer, a mis 16 millions dans l'affaire, ce n'est pas rien. Le ministère de la Culture, 1 million, je suis déçu, mais je continue bien entendu mon travail pour que ce soit plus conséquent. L'Europe a mis 20 millions, on est au total à plus de 40 millions. Et là où je suis gêné, mais je le dis parce que toute la technostructure de l'État, c'est ça, il y a un retour TVA, le fameux fonds de compensation de la TVA. C'est quand même 15 millions. On verra, au maximum 15 millions, puisqu'il y a des dépenses éligibles, d'autres qui ne le seraient pas. Ça veut dire qu'on aura plus de 50 millions sur quelque chose qui, au total, tout confondu, y compris ce qui ne relevait pas de notre compétence. On a carrément fait de la rénovation urbaine pour la ville. Et j'avoue que ça nous a valu quelques différences, pour ne pas dire quelques différends, dans une dernière campagne électorale. Le Conseil général, nous avons dû prendre en charge, notamment la route départementale qui est là. C'est un peu la région qui a dû payer, en tout cas cofinancer fortement des choses qui ne relevaient pas de nos compétences. Tout
confondu, au-delà du bâtiment qui coûte à peu près 65-67 millions, eh bien, ça fait 80 millions. On a plus de 50 millions de subventions, qui de l'État, qui de l'Europe, et on a même contacté quelques mécènes pour la suite. Bon, donc, on n'a pas augmenté les impôts, on n'a pas supprimé de priorité, on a un bon taux de subventionnement, disons ça comme ça. Moi, si on me dit de financer tous mes investissements avec ce modèle-là, je suis preneur et je vais même très loin. Bon, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on fait travailler quand même depuis 24 mois 280 personnes et ça peut monter à plus de 300 personnes depuis 24 mois. Et donc, avec des entreprises guadeloupéennes, bien sûr des entreprises de l'Hexagone, donc c'est ouvert, mais on travaille. Et donc, le si cher, l'argument, hélas, que je donne, il est rationnel. C'est ceux qui sont donc très passionnés, n'écoutent pas toujours, mais il est objectif, il est réel. Ça revient donc à une trentaine de millions pour la région, c'est bien. J'estime que c'est bien. Sur le fonctionnement, là aussi, on entend toutes sortes de choses. Il y a un prévisionnel. On a fait des prévisionnels sur 100 000, sur 150, sur 300 000, sur 400 000, sur 500 000 entrées. Bon, nous, on spécule, mais de manière un peu fiable. Vous avez à côté 450 000 croisiéristes qui arrivent, à peine à 300 mètres, 500 mètres. On a même un appontement pour les recevoir. Donc, la qualité du management sera importante pour rentabiliser l'affaire. Vous avez à côté l'aéroport, je crois quelques kilomètres, vous avez tous les hôtels qui sont dans le coin, certains demandent déjà des conventions pour faire vivre le MACT avec leur clientèle. Donc moi je ne désespère pas, et on dit qu'avant 3 ans on devrait dépasser 500 000 entrées. On reste à savoir le prix du ticket pour faire vivre tout ça. On devrait avoir 36 personnes en recrutement direct, plus une trentaine en indirect, donc au total, disons, près de 70 personnes. Et puis bien immergé dans le quartier, c'est une sorte de résurrection, de renaissance, puisqu'on renouvelle le quartier. Eh bien, la population s'est parée de ça. Moi-même, j'ai été sommé de venir accompagné du maire. On s'y est rendu. On a été d'ailleurs interrompu lors d'une conférence publique pour les cantonales, les départementales, avec force mégaphone, pour dire comment, il y a un truc qui se fait dans notre quartier, nous voulons être recrutés. Ça me rappelle la Réunion, l'île de la Réunion, on veut être recruté. Bon, on a reçu les gens, ils nous ont laissé parler après une palabre qui a duré quelque temps. Bon, on a eu un dialogue, et c'est vrai qu'à compétence égale, on donnera quelques priorités aux jeunes du quartier. Donc, avec formation à la clé. Et je suis même prêt, en tant qu'exécutif régional, les restaurants, les épiceries du quartier, à faire un plan, là aussi, de modernisation avec les chefs d'entreprise. Donc on n'a pas encore engagé ça, mais ils le savent. Et tout le quartier, rebadigeonner tout ça, repeindre tout ça, faire du resurfaçage, du ravalement de façade, bref, à faire avec le maire un travail. Donc le Mémorial Act est bien dans son milieu, et moi je suis partisan, compte tenu du caractère et de l'identité de ce quartier-là, de ne pas faire un village Potemkin là, parce que les chefs d'État viennent, et d'empêcher de voir nos belles de nuit, nos péripatéticiennes qui sont agréables à voir, de les voir, de voir la vie d'un quartier, sans phare, sans artifice, de voir, de laisser voir, tout en organisant un peu les choses quand même. Bon, bref. Oui, quand même. Bon, mais de laisser vivre, de laisser vivre. Donc on va faire ça. Deuxième pan que Serge a un peu préfiguré sur les fractures sociétales, sur la difficulté de la cohésion sociale, d'autres diraient nationale, en Guadeloupe. Et qu'à la faveur de cette inauguration du MACT, alors le MACT, j'ai entendu ce que Héro vous a expliqué, mais il y a aussi ACT en anglais, même si on a mis un E pour le franciser, mais c'est, je ne dis pas Patriot Act ou American Act, mais ça fait loi. Et on avait cette vision un peu, c'est vrai, un peu globalisante de dire le MACT doit être une expression, c'est une sorte de concentré, presque une sorte de loi qu'on met dans le marbre pour dire voilà ce que nous voulons afficher au monde ou
expression que l'on veut, non pas faire claquer à la face du monde, mais au moins dire que il y a là une vision un peu forte, globalisante, tentant de tout embrasser, pas simplement sur la seule terre de Guadeloupe. Bien sûr, on a connu, et Kotias l'a dit, une forme, l'esclavage, pas une forme, on a connu l'esclavage avec ses spécificités guadeloupéennes, mais il y a toutes sortes d'esclavage dans le monde, depuis le fond des temps jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore l'esclavage moderne. Donc on a voulu symboliser ça. Il y avait une petite arrière-pensée économiste, d'autres diraient matérialiste, de dire « acte, les Américains comprendront ça ». Ouais. Non, il y a eu vraiment du brainstorming, il y a eu un vrai travail de penser la chose dans toutes ses dimensions. C'est pas simplement quelque chose comme ça, on fait un concours, c'est beau, c'est vrai, ils l'ont mérité vraiment face aux Mexicains, aux Allemands, bref, au concours international, ils l'ont mérité parce qu'ils ont intégré notre histoire, j'allais presque dire nos pensées, notre anthropologie, notre façon d'être au monde, ils le méritaient. On a donc bien pensé la chose pour qu'elle donne à voir, à dire, à penser, à méditer, pour qu'on puisse célébrer, commémorer, rechercher. Bref, c'est ça l'ambition. Et je crois pour le moment, il me semble que c'est réussi dans la phase qui est la nôtre. Si peut-être certains s'y sont déjà rendus, c'est pas mal. Alors évidemment, les arbres n'ont pas encore poussé. Vous avez vu des simulations. J'ai toujours un débat. Est-ce qu'il faut mettre des palmiers exotiques qui ne sont pas forcément du pays? C'est vrai que tout est venu d'ailleurs, mais quand même, les palmiers exotiques, ça fait Miami. Bon, ça fait. Bon, j'aime pas trop. Je veux les arbres du pays. Bon, donc il y a tout un débat. Ils vont me transplanter des arbres sur le parvis. J'aimerais qu'il y ait quelques ombres pour que ce soit un lieu de promenade, de vie, et pas simplement des arbres un peu. Bon, bref. Donc il y a un débat qui n'est pas terminé. Et puis il y a tout le débat politique, idéologique, philosophique, symbolique, mais qui est souvent crispant, il faut le dire. Je viens d'être interpellé par des associations, on me somme de dire d'où je parle, comme disaient les 68 arts. D'où parlez-vous ? Il y a une controverse sur un historien, M. Nord, qui est membre du comité scientifique. Certains veulent, si j'ose dire, caractériser sa pensée, voire même dire c'est de cette façon-là qu'il faut penser, qu'il faut rechercher et qu'il faut écrire. Donc la liberté de la recherche historique, pour ne pas dire scientifique, qui est sur le regard vigilant de quelques lanceurs de fatwa. Disons ça comme ça. Ah si, mais c'est le cas. Et on me somme de prendre position dans une querelle qui n'est pas simplement académique, qui est idéologique. Parce qu'il y a des choses qui sont là à l'œuvre et qu'il faut comprendre. Donc le MACT est un peu un ferment qui fait jaillir tout ça. Ça existait, mais ça repart de plus belle. Moi, j'aime les belles polémiques, à condition qu'elles se fassent dans le respect mutuel, qu'on respecte l'identité des uns et des autres, la liberté des uns et des autres. On a somme de dire, puisque vous en êtes le président et celui qui porte ça, après beaucoup d'autres, et on en parlera, mais vous devez fixer la philosophie presque dans le marbre, donc minéraliser la chose, donc dans l'inerte, pour que ça ne bouge plus. Dit que le MACT, c'est ça désormais. Et certains n'hésitent pas à racialiser, d'autres à négrifier, ou à blanchir, ou à avoir peur. De dire pourquoi a-t-on fait ça? On divise le peuple guadeloupéen. Ouais, la question est encore vive. Comme dans certaines familles, on a peur de dire qu'on est descendant d'esclaves, etc. On trouve ça toujours. Et oui, bon, eh bien, le débat repart. J'ai vu, et j'ai eu à vivre ça douloureusement, des communautés, on peut dire ça comme ça, de Guadeloupe, venir me dire, on n'a pas besoin de ce béton-là. Ah, je n'oublierai jamais cette phrase. De ce béton culturel-là. Monsieur, vous feriez mieux de mettre ces millions dans d'autres types de béton. Et j'ai dit, ah, tiens, le bitume, l'asphalte, voilà. Donc ce modèle de béton ne vous intéresse pas, culturel. Donc c'est déjà une agression pour certains. Et j'ai pris l'exemple du contournement de Sainte-Rose que nous allons faire. C'est 83 millions. Pourquoi ?
pour désengorger, désencombrer, fluidifier la circulation automobile. Personne, jusqu'ici, pas un mot de critique, alors que c'est le plus mauvais modèle de développement que je connaisse. On importe beaucoup de voitures, on fait dans le mitage des terres agricoles, la quasi-disparition des terres agricoles. Vous êtes dans une île. Et donc, s'il y a un facteur rare, c'est bien le foncier. Eh bien, personne ne proteste. Vous adoptez un type de développement hyper individualiste, où dans chacune des familles, vous avez déjà 2, 3, 4 voitures. J'ai appelé ça une bahamisation du pays. C'est pare-choc contre pare-choc comme aux Bahamas. Eh bien, personne ne discute. Personne ne proteste. En plus, vous importez ou vous créez des maladies respiratoires, cardiovasculaires, etc. Personne ne discute. Ça, c'est du béton économique. Béton un peu hard, personne ne proteste. Bon, mais on a ce type de débat. Et puis, il y a le débat sur la paternité. Alors, on me somme aussi de dire, c'est le CIPN qui l'a fait et seul, M. Luc Reynette, un homme que je respecte et que j'estime, de dire, c'est lui et lui seul. J'entends ça. On m'a même fait une lettre ouverte pour dire, mais ah oui, donc on est soupçonné, Lurel, vous êtes un crypto-indépendantiste, camouflé, Reynette, il passe pour un traître, parce que vous travaillez avec Lurel, qui est un socialiste. Il y a des débats. Moi, je trouve ça intéressant. Il ne faut pas en avoir peur. C'est intéressant. J'avoue que je reconnais un rôle terriblement important à Luc Reynette et à son association, qui a porté ça pendant des années, qui a eu le courage de le porter, et qui aussi a eu, je dirais, la sagesse, lorsque moi-même je le portais dans un programme électoral en 2004, mis dans une déclaration de politique générale en octobre 2004, d'avoir mutualisé, si j'ose dire, le projet. Évidemment, en ayant mutualisé, en ayant fait de la fertilisation croisée, je n'ai pas acheté toutes les idées de Luc Reynette. Il a sa personnalité, son identité, et il sait d'où il parle. J'ai la mienne, et je sais d'où je parle. Donc lui, c'est lui, moi, c'est moi, comme dirait l'autre. Mais il y a ce débat qui n'ose pas se dire très clairement, une querelle en paternité. Moi, je me réjouis de dire que la société civile, et je demande depuis toujours que dans nos sociétés, il y ait une automisation de la société civile par rapport aux sociétés étatiques. Et quand je dis étatique, c'est l'État, ce sont les collectivités. Bref, tout ce qui est un peu régalien, un peu d'autorité. Eh bien, qu'il y ait une société civile avec une opinion publique qui soit tout à fait indépendante de la société étatique. C'est la société civile qui a apporté ce que Serge Romana a pu montrer, que ce mouvement culturel, le mouvement nationaliste a apporté la revalorisation culturelle, le créole, le gros cas et toutes les expressions des afro-descendants, c'est bien. Et c'est ça une société vivante. Mais de là à vouloir faire ensuite des fatwas, de dire que le pays n'est composé que d'une couleur, tomber dans le monocolore, franchement, on n'est pas là. Je crois à l'ouverture. Et mieux encore, je crois à la porosité. L'autre disait quoi? Poreux au souffle du monde. Je crois que c'est ça, la force de nos sociétés. C'est précisément d'avoir été, si j'ose dire, engendré dans la GN de l'esclavage, dans cette difficulté-là, de l'assumer, de transcender et d'aller plus loin, d'être positif. C'est ça le Memorial Act. Ce n'est pas dire, c'est une sorte de temple dédié pour communier, je ne sais à quelle religion qui serait celle de la négrité ou de la francité, de la blanchitude ou de la négritude. C'est de dire, voilà, on a subi ça, c'est notre histoire, c'est toute notre histoire avec ombre et lumière, on va de l'avant. Cette querelle-là, je suis sûr que nous saurons la dépasser et que celles et ceux qui prétendent ne pas venir à l'inauguration, je le regretterai vraiment. Parce que quelque part, ils sont les pères plus que putatifs de cette affaire-là. Tous, c'est le peuple guadeloupéen qui porte ça. Et donc, ce serait bien que nous ayons, au-delà de nos différences sur certaines questions lourdes, eh bien que nous soyons tous là pour dire que c'est notre œuvre, et c'est notre œuvre à nous, comme dirait Domota. Voilà, c'est en nous. Voilà. Et puis
il y a aussi la question qui devient là aussi prégnante, très actuelle, qui est celle des réparations. Je l'avoue, la question est devenue une question d'actualité. Elle est vieille depuis toujours. Elle est devenue une question d'actualité. Les journalistes posent la question. C'est un sujet qui est important, qui mérite réflexion avant de prendre des positions qui sont simplement marquées au coin de je ne sais quelle émotion. Il faut réfléchir à ça. Bien sûr, la question est complexe et que sur chaque thème, il y a des points à voir. Par exemple, la question haïtienne, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, mêler tout pour dire qu'au-delà des réparations symboliques, c'est ça, de 2001, Taubira, Durban 2001, avec l'échec international que l'on sait, même si, avec la décennie des afrodescendants à partir de janvier 2015. Bref, les enseignements, les livres, bref, toutes les œuvres culturelles, certains disent oui, il faut maintenant une réparation économique pécuniaire et trébuchante et sonnante. Bon, très bien. Je ne partage pas ça, je l'avoue, mais on peut réfléchir, c'est Cotias qui m'a dit, mais oui, dans l'historiographie française, il y a une sorte de trou noir qui consiste à dire on ne sait pas ce qu'est devenu l'argent de l'indemnisation, alors qu'on le sait pour les États-Unis, la recherche académique, universitaire a pu combler ça. En Angleterre, on sait l'origine. Évidemment, ces questions sont tellement difficiles, délicates, que vous allez dire, ah monsieur un tel, si vous êtes riche, c'est qu'il y a 213 ans, enfin 167 ans, vos aïeux ont exploité les nègres en bois d'ébène, etc. Bon, évidemment, si on prend le sujet comme ça, on ne va pas s'en sortir. Je n'aimerais pas qu'à la faveur du Memorial Act, nous anathémisions, que bref, des anathèmes soient infligés à tel ou tel. On ne l'a pas fait pour ça. On l'a fait précisément pour la réconciliation. Et pour celles et ceux qui sont croyants, la réconciliation, et oui, est un sacrement de l'Église catholique. On peut dire qu'on récuse aussi cette chose-là venue de l'Occident. Nous sommes l'Occident. On peut dire ça qu'on veut. Et donc il faut assumer cette part d'héritage-là. Dans toute la complexité de notre personnalité, on a du mal. Alors certains, Serge le fait ça sous forme de catharsis, de dire qu'il faut peut-être sous l'angle psychologisant traiter les fractures, les querelles, les névroses qui ont pu frapper ces peuples-là et qui sont encore tout à fait actuelles. On le voit. Nos sociétés relèvent de ça, vivent avec j'allais dire séquelles, j'aime pas le mot, mais vivent avec ces traits-là. C'est des traits de civilisation aujourd'hui. Et plus que des traits, pour ne pas être partiel et caricatural, c'est une culture, c'est une vision, c'est une Weltanschauung. Voilà, il faut l'assumer, cette chose-là. Eh bien, c'est comme ça qu'on l'a voulu. Il est ce qu'il est, avec son coût, avec sa vision, avec sa beauté architecturale et l'exploit fait par les architectes, les cabinets d'études et les entreprises de Guadeloupe et d'ailleurs. Eh bien, la Guadeloupe, c'est ça. Elle est encore plus belle lorsqu'elle est ouverte. Merci beaucoup, Monsieur le Président.